Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci Nicolas et à tes équipes de m'accueillir ce soir. Comme on vient de vous le dire, je vais vous parler de l'économie circulaire. Ce qu'on essaye de faire chez Decathlon, donc ce n'est pas la vérité. Vous allez voir, on va le faire sur une forme de petit jeu. Donc moi, ce que j'aime bien aussi, c'est quand on participe, pas que ça soit trop fatigant à m'écouter. Déjà, ça va me fatiguer et puis ça va vous fatiguer aussi. Donc vous allez voir, on va faire quelque chose d'un peu ludique. Me présenter, je m'appelle François-Xavier Delaporte. Vous l'avez dit, je vous ai mis 1, 2, 3, 4, 5 images. Alors il y a déjà un petit jeu. Celui qui découvre d'où je viens. Il a... Ah, Épinal. Alors déjà, regarde. Voilà, Épinal. Regarde, tu as déjà gagné des bonbons. Parce que ça, c'est important. Je viens d'Épinal. C'est l'ennemi alsacien, les Vosges. Donc voilà, ça plante le décor. C'est pour ça qu'il y en a d'autres. C'est pour ça qu'il y en a d'autres. Ah, il y a d'autres Spinaliens ? Exactement. Ah, c'est de la triche. Vosgien. Ok, super. Vous allez me soutenir. On vous l'a dit, je travaille chez Decathlon. Ça fait 16 ans que je suis chez Decathlon. Je vous ai mis ma lecture favorite, c'est l'équipe. Je ne lis pas Musso, je ne lis pas plein d'auteurs. Moi, c'est le sport et c'est pour ça que je travaille chez Decathlon. Et puis, je vous ai mis un petit podium aussi, c'est pour l'image que j'ai. J'aime bien la compétition, j'aime bien le jeu. C'est pour ça qu'on va le faire de façon un peu ludique. OK ? Alors, vous avez tous, je suis sûr, un téléphone. Voilà, et vous allez avoir le droit ce soir d'utiliser votre téléphone. Vous pouvez vous mettre sur le site, alors si vous n'avez pas l'application, kahoot.it. Et puis vous aurez juste à rentrer le petit code PIN du jeu. Alors vous n'hésitez pas, surtout si vous avez des questions, on n'hésite pas. C'est bon pour tout le monde. Voilà, vous avez juste à rentrer un petit pseudo. Et vous allez voir, il y a des bonbons à gagner. Donc, c'est ça. Vous allez commencer par la bière, les chips. On enchaîne par du bonbon. Puis on reprendra de la bière. Alors, je vais essayer de vous définir un peu l'économie circulaire au global. Et puis après, j'irai plus dans le détail sur ce que Decathlon met en place sur certaines typologies, sur certains process. Alors, vous allez voir, l'économie circulaire, c'est très large. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Moi, je vais axer ce soir essentiellement sur ce qu'on peut faire au contact des clients au plus proche sur les magasins. OK ? On est bon ? 21 ? Tout le monde ? Allez, c'est parti. Alors, pour vous, première question, c'est une question ouverte. Que vous évoque le mot économie circulaire ? Là, vous pouvez noter ce que vous évoque le mot économie circulaire. C'est pour introduire un petit peu la soirée. Vous avez le droit de dire des bêtises. On peut mettre que 3 mots, quoi. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Alors des fois, il y a effectivement, quand les phrases sont trop longues, ça s'arrête. On est bon ? Tout le monde a pu répondre ? Super. Alors, oula. Il est passé trop vite. Voilà. Super. Alors, pour vous, l'économie circulaire, on parle de seconde vie, on parle de renouvellement, d'écologie, de recyclage, de durabilité, de partage, d'échange, d'ancien avec du neuf, de durabilité, de réutilisation, de local, de cercle vertueux, etc., etc. Donc, vous avez plutôt, vous avez tout le monde à juste, entre guillemets, d'accord ? Donc, vous voyez qu'il y a énormément de thèmes différents quand on parle d'économie circulaire. C'est un sujet qui est super vaste. Donc là, on va avoir 1 heure. On va parler de 1% entre guillemets de l'économie circulaire et je vais essayer de vous expliquer ce qu'on fait chez Decathlon sur l'économie circulaire. Déjà, premier point. Troisième question, quels sont les 3 domaines d'action de l'économie circulaire ? Quand on parle d'économie circulaire, il y a 3 domaines d'action. La production, l'offre, ou la consommation, ou la rentabilité économique, ou la gestion des déchets. C'est relativement facile. Normalement, il y en a un qui doit vous sauter aux yeux. Et donc, vous allez voir que sur ces 3 domaines, il y a 7 leviers particuliers. Donc, les 3 domaines sont bien la production et l'offre, la consommation et la gestion des déchets. Vous allez voir que dans ces 3 domaines d'activité, hop, on va voir qui sont en tête. Bravo Eva.
Et donc, comme je vous disais, dans ces 3 domaines, vous avez 7 piliers. Le pilier de l'offre et des acteurs économiques, où vous avez 4 piliers avec l'approvisionnement durable. Je vais vous définir rapidement après ces piliers. L'éco-conception, l'écologie industrielle et territoriale et l'économie de la fonctionnalité. Vous avez des termes qui sont un petit peu barbares, mais vous allez voir quand on va les définir, ils vont vous parler de façon beaucoup plus efficace. Le deuxième domaine, c'est la demande et les comportements des consommateurs. Et dans les comportements des consommateurs, ça vous le connaissez tous, vous avez la consommation responsable, on consomme de plus en plus responsable. Et puis il y a l'allongement de la durée d'usage. Ça va vous parler aussi comment on fait pour allonger la durée de vie de nos produits. Et puis le dernier point, c'est le recyclage, c'est comment on réutilise nos produits derrière. C'est bon pour vous? N'hésitez pas. Hein. Sur l'approvisionnement durable, je vous ai mis la définition de l'approvisionnement durable, c'est tout simplement limiter les rebuts d'exploitation et l'impact environnemental lors de l'exploitation. Je vous ai mis un exemple, c'est le coton bio, par exemple, l'utilisation du coton bio. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Hein. L'éco-conception, c'est quoi l'éco-conception? Je vous ai mis une image d'une chaussure chez Decathlon. C'est prendre en compte dès la conception d'un produit ou d'un service l'ensemble du cycle de vie du produit, enfin d'en limiter les impacts sur l'environnement. L'exemple de la chaussure là, est-ce qu'on a mis? Alors, je ne sais pas si vous voyez, la semelle, elle est fabriquée avec des coquilles d'huîtres. D'accord? Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle l'éco-conception. Les 5 premiers domaines, je ne vous en parlerai pas dans le détail ce soir. D'accord? C'est vraiment pour vous illustrer un peu l'économie circulaire. Le 3e pavé, c'est l'écologie industrielle et territoriale. C'est quoi? C'est optimiser les ressources sur une zone d'activité. Qu'on parle d'énergie, qu'on parle de matière, d'eau, de déchets, etc. D'accord? C'est aussi, je vous ai mis chez Decathlon comment on le joue. Nous, c'est plutôt au plus proche à tout moment. C'est-à-dire, on produit de plus en plus nos articles de sport au plus proche de nos magasins. On a différentes zones douanières. Maintenant, la majorité des produits, alors c'est encore la majorité des produits que vous retrouvez en France, sont fabriqués essentiellement en Europe de l'Est, en France, et beaucoup moins en Chine et en Thaïlande actuellement. D'accord? On a de plus en plus de magasins aux États-Unis, enfin pas aux États-Unis, en Amérique, pardon. Eh bien, les chaînes de production sont plutôt en Colombie, au Brésil, pour les magasins de l'Amérique. D'accord? Donc on essaie de rapprocher au maximum les zones de production des magasins. Le 4e, c'est la consommation responsable, vous le connaissez tous. C'est on prend en compte quand on achète tout simplement les impacts sociaux et environnementaux de nos produits. Vous m'arrêtez hein, si vous avez des questions. Hein. Le 5e, c'est le recyclage. Vous le connaissez tous aussi. On recycle de plus en plus la majorité de nos produits. Le fait de traiter, c'est important, mais le fait de revaloriser derrière les produits sont doublement importants. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on fait chez Decathlon. Alors là, je vous ai mis une petite image. Hein. On recycle de plus en plus, vous voyez, les bottes en PVC, les chaussures de running, etc. etc. Ça devient une obligation aussi légale. D'accord? Donc ça, c'est les magasins de sport doivent recycler une majorité de leurs produits. C'est des structures qui sont déjà dans tous les, oui. qui sont dans tous les magasins déjà? Oui, ça c'est actif déjà dans tous les magasins. Tous les magasins Decathlon. Hein. En France. Et puis, les 2 pavés sur lesquels moi je vais plus m'attarder ce soir, c'est l'économie de la fonctionnalité. Je vous ai mis une petite image. C'est privilégier l'usage à la possession. D'accord? Alors, je vous ai mis, ça c'est chez Decathlon, mais je vous ai mis, il me semble, voilà, Blablacar. Vous connaissez tous Blablacar. Les gens achètent de moins en moins de voitures et on se déplace aussi. Alors, c'est presque de la location, Blablacar, mais voilà, c'est un peu le même système. Donc, on privilégie l'usage à la possession directe. Donc ça, tout à l'heure, je vous en parle un petit peu chez Decathlon, comment on joue cette partie-là. Et le dernier, c'est l'allongement de la durée d'usage. On en parlait tout à l'heure. C'est passer par le recours du consommateur à la réparation, à la vente, au don ou à l'achat d'occasion. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'allongement de la durée d'usage de vos produits. OK? Donc ça, vous avez les 7 piliers de l'économie circulaire.
Ouais, c'est bon pour tout le monde? Pas de questions? Ok, super. Moi j'en ai une. Vous avez rayé proximité avant, alors qu'en fait on avait parlé de proximité. Non, en fait, c'est pas moi qui l'ai rayé. C'est juste le dernier. Ouais, voilà, ouais. C'est juste le dernier mot. Je l'ai pas. Vu que c'était le dernier mot qui a été mis, il le raye automatiquement. Recyclage, pour nous c'était évident, mais proximité, je me disais que ça faisait partie de cette économie circulaire. Eh bien, proximité, bien sûr, ça en fait partie comme... Ah mince, hop, bah, il est passé rapidement, c'est pas grave, vous pouvez déjà répondre. La proximité, elle est importante. Tout à l'heure, je vous ai dit, on produisait nos articles de sport au plus proche des magasins, et donc la proximité, effectivement, elle fait bien partie de l'économie circulaire. Désolé, c'est passé très rapidement, il y en a qui ont eu le temps de répondre et pas d'autres, c'est pas grave. Des fois, ça se met en route comme ça. Moi j'ai mauvaise réponse. C'est pas grave, mais vous aurez des bonbons si c'est vraiment ça. Je vous demandais quel est le nombre. Ce qui était important, c'était de faire un petit focus après sur effectivement le nombre de tonnes d'articles de sport vendus en France. D'accord? L'année dernière, c'est le nombre de tonnes d'articles de sport. On a bien vendu 200 000 tonnes d'articles de sport en France. C'est Decathlon ou c'est le marché global? Le marché du sport. Okay. D'accord? C'est que les enseignes ou le sport chez Printemps sera aussi dedans? C'est tout le sport. Okay. C'est tout le sport. Effectivement, ce n'est pas Decathlon, Intersport, Sport 2000. Vous avez des produits sportifs que vous trouvez chez Leclerc, Carrefour, etc., etc. Oui? Les terrains synthétiques sont comptés dedans ou pas? Non, ce n'est pas des articles de sport. Les terrains synthétiques, c'est des équipements sportifs. Et combien de temps sont produits les articles de sport? Là, je ne peux pas vous dire en termes de production. Je ne peux pas du tout. Combien de tonnes sont jetés par an d'articles? Eh bien, ça sera la question d'après. Donc, bien retenir, 200 000 tonnes d'articles de sport vendus en France. Ah. Maintenant, sur 100 Français, combien jettent leurs produits sportifs s'ils ne sont plus en bon état? Vous avez un article de sport, il n'est plus en bon état. Alors, à chaque fois, je vous ai mis une petite image. S'il y a des sportifs, il y a un lien avec la réponse. Alors, si vous connaissez le jeune homme qui fait du vélo, voilà, et vous savez de quel département il vient. Allez, voilà. Alors, sur 100 Français, effectivement, vous avez 70 Français qui jettent leurs produits, même s'ils ne sont plus en bon état. D'accord? Donc, imaginez quand on parle d'économie circulaire, mon produit n'est plus dans le bon état, boum, je le mets directement à la poubelle. D'accord? Donc, gardez les chiffres en tête, et puis après, on va en reparler. Voilà. Ça bouge dans le classement. Ça bouge. Maintenant, quel est le pourcentage de Français qui conservent leurs produits sportifs, même s'ils ne s'en servent plus? J'ai un produit, il est en bon état ou il n'est pas en bon état, je ne m'en sers plus. Pareil, vous avez un petit... C'est qu'il y avait les greniers à la fin. On me demande si j'ai mal compris. Moi je dis que je perds à chaque fois. Mais... Allez. Ouais, c'était trop facile là, effectivement. Je l'ai vu après avec l'image, c'était trop facile. Voilà. Allez, 12 bonnes réponses. Ah bah ça va. Effectivement, il y a encore 30% des Français qui conservent le produit même s'ils ne s'en servent plus. Donc imaginez, tout à l'heure il y avait 70, là on repart, on bascule encore sur 30%. Donc imaginez le nombre de produits sportifs qui dorment dans vos garages, dans vos greniers, etc. etc. D'accord? Ah, où elle va? Maintenant, le nombre de tonnes de produits jetés en France en 2022. Donc, on a dit tout à l'heure qu'il y avait combien 200 000, avec tous les produits qu'on a gardés, etc., etc. Combien de tonnes de produits on jette en France pour les fans de cinéma? 100 patates. Voilà, c'est ça, il y a un peu d'indice. Donc, on va voir la réponse.
Effectivement, c'est 100 000 tonnes de produits jetés en France. C'est 100 000 parce que 100 patates, effectivement, c'est 100 000. C'est les vélos, tout, c'est tout. Tous les produits sportifs jetés en France. Heureusement que les vélos sont en carbone, ça serait plus léger. C'était pas 140 000, c'est 70% de l'essence, c'est 140. Non, parce qu'il y a 70 plus les 30, plus tous ceux qui sont gardés, etc. Ah, ok. Donc effectivement, c'est 100 000 tonnes. Donc imaginez le nombre de tonnes de produits qui dorment ou qui sont jetés. Eva s'accroche. De tout ça, chez Decathlon, nous, on va jouer sur 2 leviers forts. Le premier, c'est l'allongement de la durée d'usage, et le deuxième, c'est l'économie de la fonctionnalité. Si vous vous rappelez tout à l'heure les images, on va détailler comment on joue ces deux parties-là. D'accord ? Pourquoi on les joue ? Vous allez le voir. À votre avis, vous avez déjà eu les réponses tout à l'heure, comment allonge-t-on la durée d'usage d'un produit chez Decathlon ? La location, la seconde vie, l'entretien et réparation ou la mise à la benne ? Et où la mise à la benne ? Oui, il y en a 3. Moi, je pense que j'ai vu, tu vois. Ouais, je sens, c'est pas que je doute. Alors que j'ai tout juste, je le sais. Ben, effectivement, les 3 process qu'on développe chez Decathlon, c'est la location, la seconde vie, l'entretien et réparation. Alors, il y en a 2 qui paraissent complètement cohérents. Comment on fait pour allonger la durée de vie d'usage ? On entretient et on répare ses produits. D'accord ? Ça, c'est normal, vous allongez. Deuxième point, la seconde vie. C'est-à-dire que vous avez un produit que vous ne servez plus, vous le revendez, donc forcément, quelqu'un d'autre va l'utiliser. OK ? Et pourquoi, à votre avis, la location allonge la durée de vie d'utilisation d'un produit ? C'est le même principe, quelqu'un qui s'en sert plus va rendre sa location et du coup elle va pouvoir bénéficier à quelqu'un d'autre. Ouais, super, c'est ça. C'est-à-dire que la location, alors on va prendre l'exemple de Decathlon. Decathlon, nous, on va louer un vélo à un client. Le client, une fois que la location est terminée, nous, on a 2 solutions. C'est soit on reloue le vélo, soit on va revendre le vélo en produit seconde vie. D'accord ? Donc forcément, mécaniquement, on va allonger la durée de vie du produit. Mais du coup, quand on parle de seconde vie, par exemple pour Decathlon, est-ce qu'on parle d'une action qui est faite sur ce produit par Decathlon ? Parce que sinon, on prend l'exemple du Trocathlon. Oui. C'est un vélo qui finalement qui va pas vraiment être touché par Decathlon, mais qui va être donné à Decathlon et revendu après à quelqu'un par le biais de Decathlon. Alors le Trocathlon, c'était pas, les clients ne donnaient pas les vélos. Non, mais je veux dire, il est confié contre. Effectivement, on nous prêtait, c'était un dépôt-vente, entre guillemets. Mais c'est bien, vous avancez sur la présentation. On va parler effectivement de la transition entre le Trocathlon et ce qu'on fait actuellement. Okay. Allez, Eva, toujours devant. Je vous ai mis pourquoi on prend ce virage aussi. Il y a plein de raisons. Je vous ai mis effectivement de l'évolution sociétale. On lutte contre le gaspillage, il y a des comportements d'achat qui sont différents, ça on est tous d'accord. Il y a l'évolution des business models. D'accord ? On veut toujours gagner plus d'argent de façon différente. Il y a la réglementation, je vous ai parlé tout à l'heure aussi, on doit recycler nos produits. Les produits qu'on fabrique, on se doit d'en recycler un certain pourcentage. On doit être utile aussi chez Decathlon, ce qu'on s'est noté, c'est d'être utile aux hommes et à la planète. D'accord ? Et puis je vous ai mis un point important, parce qu'il n'y a aucun sujet tabou, mais on est dans une entreprise, dans un commerce, et l'économie circulaire, c'est aussi un levier de commerce. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires qu'on fait sur la location, sur les produits de seconde vie ou sur l'entretien et réparation, c'est aussi un levier de commerce pour nous en termes d'entreprise. D'accord ? Donc il ne faut pas aussi... Oui, il y a de l'image, il y a plein de choses, mais il y a aussi du commerce, et ça, on ne s'en cache pas du tout, parce que si nous, on n'utilise pas ces leviers, il y a d'autres entreprises qui vont l'utiliser aussi. C'est bon pour vous ? Ouais. Vous avez envie de jouer ? Ok. Donc, je vous ai dit, il y a 3 leviers, l'entretien, réparation, la location et la seconde vie. D'accord ? Premier pavé, c'est l'entretien et réparation. Je vais vous faire un petit focus dessus pour vous expliquer un peu comment on joue l'entretien et réparation,
quels sont tous les tenants et les aboutissants en fait, de cette partie, de ce process chez Decathlon. Petite question pour Eva, pour garder la tête. Combien de produits sont réparés dans les ateliers Decathlon chaque jour en France? À votre avis, 1200? Non, il n'y a pas d'indice. Non, je n'avais pas trouvé. Donc c'est 1200, 3000, 6000 ou 10 000. C'est le nombre de produits. J'ai mis réparé, c'est réparé et entretenu. Ah bah voilà, c'est le et entretenu, ça tout faussé. C'est ça. Tous les jours, c'est 6000 produits qui sont réparés en France. D'accord? Dans nos ateliers, chez Decathlon, c'est 6000 produits réparés ou entretenus. Donc, en réparant 6000 produits par jour, on allonge la durée de vie de tous ces produits. D'accord? Et combien de produits vous vendez par jour? Alors là, en France, je suis incapable de vous dire. Mais beaucoup. Oui, j'imagine. Beaucoup. Je vous dirai après, je me connecte et je regarde ça par jour. D'accord? Mais effectivement, là, du Parce que tas côté. 5000, c'est beaucoup, mais c'est toujours dans les référentiels. Bien sûr. Bien sûr. Juste pour vous donner un petit chiffre, là, je vous parlais de 6000. D'accord? Si on revient 2 ans en arrière, c'est moins de 1000 produits réparés par jour. D'accord? Donc, ça augmente de façon exponentielle l'entretien et réparation. Je vais vous expliquer aussi pourquoi on augmente de plus en plus nos produits réparés. L'offre d'entretien et réparation chez Decathlon, je vous l'ai mis, c'est quoi? C'est tous nos magasins ont maintenant des ateliers de réparation et d'entretien de produits. D'accord? Donc ça, ce n'était pas on va dire une obligation ou dans la politique commerciale des magasins. Tous les magasins n'avaient pas ce type de local pour entretenir les produits. Maintenant, tous nos ateliers sont en entrée de magasin. D'accord? Pour montrer aussi à nos clients qu'effectivement, chez Decathlon, on peut acheter des produits, mais on peut surtout les faire réparer. Donc ça, c'est important. Ce qu'on répare, je vous ai dit il y a 2 ans, on réparait 1000 produits. Pourquoi on réparait que 1000 produits? Puisque il y a 2 ans, on réparait essentiellement du cycle, du ski et un peu de sport de raquette, surtout tennis, tout ce qui était cordage, etc. etc. Maintenant, depuis 2 ans, on répare cycle, randonnée, fitness, eau, sport de raquette, sport collectif, etc. etc. On répare quasiment l'entièreté des sports représentés chez Decathlon. D'accord? Il y a pour l'instant, alors je ne dirais pas que c'est un sport, c'est une typologie de produit qu'on a encore du mal de réparer. C'est tout ce qui est textile très technique, puisque si vous avez un trou dans une maille imperméabilisable, c'est très compliqué de la réparer en local. Donc ça, pour l'instant, on n'a encore pas les process en local pour vous réparer un kawaii, etc. Okay? Mais donc ça, c'est une offre qui va continuer de s'agrandir. La réparation du textile, vous avez un trou dans votre t-shirt, etc. Petit à petit, ça va venir sur l'entièreté des magasins. C'est bon sur ça? Pas de questions? Humainement, qu'est-ce que ça a impacté? Le fait de réparer de plus en plus, c'est qu'on a eu de plus en plus de réparations, mais il nous faut aussi de plus en plus de techniciens. Et le technicien, c'est une denrée très rare, puisqu'on recherche de plus en plus de techniciens et on a du mal de trouver effectivement des collaborateurs qui ont de la compétence et de l'appétence pour la réparation. D'accord? Et donc ça, comment on a fait? Puisqu'on n'arrive pas sur le marché de l'emploi à trouver des techniciens, nous, on a créé depuis l'année dernière un CFA Decathlon technicien en corrélation avec l'AFPA, pardon, où donc on forme directement nos techniciens. Donc encore cette année, on a une promotion sur Strasbourg de 12 alternants qui font effectivement leur alternance pour devenir technicien chez Decathlon. D'accord? Donc effectivement, humainement, ça a un impact très fort aussi, cette économie circulaire, sur l'emploi. Et c'est ce qu'on leur dit très facilement aussi à nos alternants, c'est que quand ils vont sortir de leur école, même si Decathlon ne les emploie pas derrière, ils vont trouver du travail très facilement, puisque c'est un domaine dans lequel beaucoup d'entreprises recherchent. Le CFA est dans un seul lieu ou c'est sur toute la France? Comment vous faites? Alors, l'année dernière, on avait 4 sites. Cette année, on a 12 sites en France. Alors, toujours en corrélation avec l'AFPA et en toute transparence, à partir de l'année prochaine,
Personne n'est de l'AFPA? Autrement, ils auront l'information premier. L'année prochaine, on se détache de l'AFPA complètement et on crée notre école Décathlon en France. Voilà. Voilà. Mais alors c'est top pour le côté sociétal, pour le fait d'accompagner les jeunes, etc. Mais c'est aussi pour nous, parce qu'on a vraiment besoin de cette compétence au sein des magasins. Oui, c'est bon. Allez, question. Quel est le pourcentage de réparation vélo sur l'ensemble de nos prestations? Là, il n'y a pas d'indice. Comptez pas les rayons, vous ne trouverez pas. Est-ce que c'est 25, 40%, 65% ou 75%? Et effectivement, c'est 75%. Donc chez Decathlon, le principal produit que l'on répare, c'est le vélo. Et c'est encore plus flagrant en Alsace, parce qu'avec Strasbourg, qui est une des villes les plus cyclables de France, autant, alors je vais prendre l'exemple des Vosges, dans les Vosges, on utilise le vélo pour se promener le dimanche, pour faire du sport le samedi ou le dimanche. Par contre, vous n'utilisez pas le vélo pour aller travailler, ou très peu, alors qu'en Alsace, le vélo, c'est un vrai moyen de locomotion. D'accord? Et donc, effectivement, en Alsace, c'est encore plus développé. On est plus autour de 80-85% sur le pourcentage de vélo par rapport à l'ensemble de nos prestations. D'accord? Ce qui nous pose un problème aussi, en toute transparence, puisque, comme je vous disais, c'est une nouvelle organisation à trouver aussi dans nos magasins. Pourquoi? Parce que quand c'est un moyen de locomotion, vous allez faire réparer votre voiture. Souvent, qu'est-ce qui se passe quand vous faites réparer votre voiture? On a une voiture de prêt. Là, moi, j'ai, je ne sais plus qui me disait un vélo cargo, c'était vous, madame, tout à l'heure? Madame, vous avez un vélo cargo, vous déposez le vélo cargo chez nous et en toute transparence, on va dire, ah ben nous, on vous le répare sans souci. Par contre, on va vous le bloquer pendant une semaine. Et là, bah, comment vous faites pour vous déplacer pendant une semaine sans votre vélo cargo? Donc, c'est à nous aussi de trouver maintenant aussi des possibilités pour prêter des vélos, pour éventuellement louer des vélos, enfin, trouver une solution pour pouvoir bloquer votre vélo, on va dire, pendant une semaine. Donc voilà, c'est toute une organisation à trouver avec ce développement, on va dire, exponentiel de l'entretien et réparation. Non? Vous avez une question? Pardon. Au moins, ça permet de savoir où va être l'école Décathlon sur la réparation de vélo. C'est ça. Mais elle est déjà, c'est déjà acté. Allez, toujours Eva en tête. J'en ai fini pour l'entretien et réparation. Est-ce que vous aviez des questions? Non, c'est bon pour vous? Pas de sujet particulier? Oui, bien sûr. Non, on répare tout. Tout type de produit. D'accord, on n'est pas sectaire. Alors que ça soit aussi bien sûr du vélo, hein, mais en parlant de ski, matériel de fitness, etc. Toutes les marques que l'on peut réparer. Et toutes les marques qui sont OK, entre guillemets, pour nous vendre des pièces détachées. Alors, c'est quasiment toutes les marques, mais il y a certaines marques qui ne veulent pas, qui font leur SAV en direct. Et pour le textile, vous allez pouvoir avoir le bonus réparation qui a été mis en place? Oui, alors super. Effectivement, le bonus réparation a été mis en place effectivement sur le textile, mais aussi sur le vélo, sur la trottinette, sur tout. Et effectivement, nous, on va être adhérents. Alors, je ne sais pas si tout le monde a entendu le bonus répar, ça vous parle? Non, oui. Pendant le Covid, on a eu, je viens de perdre le nom, c'était un nom spécial aussi, ce n'était pas le bonus répar. Vous aviez une aide aussi pour faire réparer votre vélo, je n'arrive plus à retrouver le nom. Effectivement, c'était une prime. Et là, en fait, ça va être plus ou moins la même chose. Et il n'y aura pas uniquement les vélos. Vous aurez aussi vélo, effectivement, madame parlait de couture, mais il y aura réparation de trottinette, réparation de matériel de fitness, tout ce que vous allez pouvoir réparer, vous allez être éligible à une aide, entre guillemets. C'est bon? J'ai répondu. Oui? Avec l'émergence des vélos électriques, finalement, c'est d'autres compétences qui sont demandées à vos techniciens. Oui. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça qu'en fait, comme je vous disais tout à l'heure, de compétences et d'appétences particulières, bah effectivement, on a plein d'anciens, sans être péjoratifs, hein, mais qui maîtrisent vraiment le vélo mécanique. Maintenant, effectivement, avec l'émergence du vélo électrique, eh ben, il y a plein de compétences différentes. Alors, on est aidé puisque maintenant, un vélo électrique, vous avez une mallette spécifique qui vous permet de faire un diagnostic très rapide. Mais après, effectivement, il y a des compétences spécifiques où on doit former nos collaborateurs sur ce type de produit. Voilà. Actuellement,
sur les vélos électriques. Donc je vous disais tout à l'heure que tous les magasins ont un atelier, donc réparent sur des prestations, on va dire, basiques, 100% des prestations basiques. Quand on a des prestations qui sont un petit peu plus complexes, on a ce qu'on appelle un atelier régional à Mulhouse, où on envoie effectivement les produits un petit peu plus compliqués qu'on n'est pas capable de réparer en local. La trottinette devient un marché émergent pour vous ou pas? Alors, trottinette mécanique ou trottinette électrique? Alors, trottinette électrique. Comme à Paris, ils les ont supprimés en location, c'est peut-être justement... Oui, alors ça devient un marché effectivement qui prend une ampleur aussi importante, où là on a un plus gros problème que dans le vélo, c'est que toutes les pièces détachées, c'est très très compliqué sur la trottinette. Donc effectivement, si vous avez une trottinette électrique que vous crevez, actuellement en France, on est en rupture sur les chambres à air de trottinettes. Donc voilà, on rencontre plein de problématiques parce que beaucoup de trottinettes ont été vendues, beaucoup de crevaisons, et puis à un moment donné, on se retrouve avec des problématiques de SAV. Vous n'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions, de toute façon, on reviendra dessus. Donc ça, c'était le premier pavé, c'est l'entretien et réparation, c'est quelque chose qui est ultra important chez Decathlon. Le deuxième point, c'est la seconde vie. La seconde vie chez Decathlon, on va faire tout de suite une petite question. Quel est le pourcentage de Français ayant acheté un produit seconde vie en 2022? Partout. Partout. S'il y a des personnes qui aiment la géographie, petit indice. Ouais. Ah, si vous connaissez le département. C'est pas les. On peut essayer de mettre les Vosges à toutes les sauces, mais ça va être compliqué quand même. Ah, ça, au bout d'un moment, c'est plus crédible. Effectivement, c'était bien 27. C'est-à-dire qu'en France, il y a un tiers des personnes qui ont acheté un produit seconde vie en 2022. D'accord? Seulement? Seulement. C'est ça. C'est ça. Donc, ça reste encore très peu. D'accord? Parce que là, on ne parle pas de produits sportifs, hein. On parle de tous les produits. D'accord? Eva reste devant. Deuxième question, qui est le leader du marché de la seconde vie dans le domaine du sport? Ah, vous avez un indice qui est assez facile, hein. Mais attention, c'est bien dans le domaine du sport. Est-ce que c'est Decathlon, est-ce que c'est Vinted, Le Bon Coin ou Intersport? Allez, on est bon, les derniers. Effectivement, c'est bien Le Bon Coin. Alors là, on est pas mal. C'est Le Bon Coin qui reste encore, même dans le domaine du sport, d'accord, le leader du marché sur la seconde vie. À votre avis, quels sont les produits les plus vendus sur Le Bon Coin? Non, produits sportifs. Vélo. C'est les vélos, effectivement, ça cannibalise leur offre de produits sportifs. C'est plus de 90% du chiffre d'affaires qui est réalisé sur les vélos pour le sport. D'accord? Donc, Le Bon Coin reste encore le leader du marché. Pour autant, Le Bon Coin, vous avez l'impression que c'est quelque chose qui périclite, qui a un peu de mal, mais il reste quand même toujours les leaders. Eva ne va pas lâcher jusqu'au bout. Je vous ai mis, c'est 21% des Français qui ont acheté des produits sportifs chez Decathlon, c'est 33 chez Vinted et c'est 41 sur Le Bon Coin. D'accord? Donc ça reste encore Le Bon Coin qui est largement devant. En quelle année Decathlon, par contre, s'est-il lancé sur le marché de la seconde vie? Ah, il y a un petit indice football. 75, 86, 93 ou 2000? Ah. Peut-être. Non, c'est vrai que la photo est belle, mais... Et c'est bien, effectivement, en 86, la photo, c'était la victoire de l'Argentine de Maradona, en 86, c'est pour ça. 86, donc la seconde vie existe chez Decathlon depuis 86. C'est quoi la seconde vie en 86 chez Decathlon? J'ai entendu le mot tout à l'heure. Je ne sais pas qui a dit le trocathlon, mais effectivement,
effectivement, le trocathlon, ça vous parle le trocathlon? C'est quoi le trocathlon? C'était une mise à disposition d'un espace pour vendre nos produits, nos vélos d'occasion. Effectivement, c'est ça, c'était un dépôt-vente. C'était un dépôt-vente avec en majorité les vélos, où effectivement, vous étiez client, vous veniez déposer votre vélo, et Decathlon vous le vendait pour vous. Et qu'est-ce que vous aviez en contrepartie? Un bon d'achat. D'accord? Gardez-le en tête aussi, le fameux bon d'achat. Donc effectivement, je vous ai mis la vieille photo. Alors elle est pixelisée, mais c'était celle-là de 86. C'était déposé, vendé, acheté, acheter du sport. Et ça, c'était effectivement, c'est la base de la seconde vie chez Decathlon. Donc ça date de 86. Ça ne veut pas dire que Decathlon était précurseur, mais c'est dire que le dépôt-vente et les produits d'occasion, ça existe depuis très longtemps. D'accord? L'exemple du troc, ça date de très très longtemps. Maintenant, chez Decathlon, on est passé du dépôt, d'accord, le trocathlon, qui n'existe plus depuis le 30 octobre. Cette année, le trocathlon n'existe plus. Vous ne pouvez plus déposer chez Decathlon vos articles de sport, mais qui a été remplacé par la reprise. C'est-à-dire que chez Decathlon, maintenant, vous pouvez vendre à Decathlon vos vélos, vos trottinettes, votre matériel de fitness, de la boxe, des sacs de sport, du textile technique. Alors actuellement, c'est essentiellement du textile ski, d'accord. Tout ce qui est sport d'eau, de la tente, du golf, de l'équitation, du tennis, de la pêche. Et ça, directement, nous, on va vous racheter vos produits, d'accord. On va vous les racheter soit par virement, on vous fait un virement instantané, d'accord, ou un bon d'achat. C'est vous qui choisissez. Mais le principe du trocathlon, du « je dépose mon article » n'existe plus chez Decathlon. Maintenant, on vous rachète directement vos produits. Ok? Vous connaissiez ça ou pas? Ok. Je ne sais plus à qui on disait on n'était pas bon dans la communication. Oui, on n'est pas bon dans la communication. Donc voilà, ça c'est vraiment une vraie révolution chez Decathlon, où le trocathlon a disparu, et pour autant, quand vous parlez du trocathlon, ça parle à tout le monde connaît le mot trocathlon. Donc ça n'existe plus chez Decathlon, on est passé à la reprise, où là maintenant on vous rachète directement vos produits. Et du coup, c'est quoi l'intérêt pour Decathlon? Parce qu'il y en a forcément de passer de ce modèle trocathlon à Alors, reprise. intérêt économique. Alors il y a un intérêt économique, mais alors le premier intérêt économique, il va être très technique. On avait eu un logiciel pour gérer le trocathlon qui arrivait en fin de vie et qui coûtait aussi très cher à relancer. Et en parallèle de ça, on avait déjà relancé la reprise, enfin lancé le phénomène de la reprise avec un nouveau logiciel, etc. Donc on s'était posé la question de savoir est-ce qu'on continuait et on réinvestissait dans un nouveau logiciel pour gérer le trocathlon, où on se disait nos clients maintenant, de toute façon, ce qu'ils veulent, c'est grossièrement se débarrasser de leurs produits. Ils vont préférer qu'on leur rachète le produit plutôt que de le déposer et de venir le rechercher au cas où ils ne le vendraient pas. Donc c'est tout bénéfice aussi pour le client. Okay. Nous, l'avantage aussi qu'on a avec la reprise, c'est que le produit nous appartient. Le produit nous appartient, donc une fois qu'on l'a racheté au client, on peut le réparer ou refaire certaines petites choses. D'accord? Et le revendre aussi à un prix peut-être un peu plus important que si le client l'avait juste déposé chez nous, que nous, on ne pouvait pas toucher le produit et pas pouvoir le revendre un peu plus cher. D'accord? Donc l'objectif et l'avantage, il est aussi forcément économique. Mais je vois très bien tout l'intérêt, même si vous donnez qu'un bon d'achat, parce Oui. que là, forcément, on va les vendre chez vous et c'est génial. On va faire la même chose avec notre entreprise. Mais les virements, justement, il y a des fois que, en fait, elle va avoir un grand pourcentage que vous allez perdre de l'argent, parce qu'il y a des produits qui... Oui, qui partent, on le sait, mais en fait, notre principal concurrent, c'est qui sur la seconde vie? Le Bon Coin. Le Bon Coin, est-ce qu'ils vous font un bon d'achat? Non, l'avantage du Bon Coin aussi, c'est que vous vendez votre produit et puis, boum, vous avez directement de l'argent chez vous. Chez Decathlon, nous, c'était un peu l'inconvénient, c'était de se dire que le trocathlon, quand vous veniez chez Decathlon, alors déjà, vous arriviez dans votre garage, vous aviez votre vieux vélo, vous mettiez votre vieux vélo dans le coffre, vous démontiez la roue avant, vous arriviez sur le parking du magasin Decathlon, vous remettiez votre roue avant, vous déposiez votre vélo sous le chapiteau, vous demandiez, je vous dis n'importe quoi, 50 €.
Le vélo restait sous le chapiteau pendant une semaine, puis il n'était pas vendu. Et là, Decathlon vous rappelait en disant bah, « Monsieur, votre vélo n'est pas vendu, venez rechercher votre vélo ». Donc vous refaisiez la même manipulation et vous perdiez un temps fou, ça vous fatiguait. Decathlon, nous, on n'avait aucun avantage aussi à faire venir le client plusieurs fois et pas lui revendre son produit. Alors que là, à la reprise, le client il vient une fois, on décide ensemble du prix d'achat et c'est réglé. Donc en fait, tout le monde est gagnant. Et puis pour le temps salarié aussi, parce que le temps de récupérer les produits, de les étiqueter, de rentrer dans le... C'est ça, en fait, on gagne aussi bien le client que nous, Decathlon, on gagne du temps aussi avec ce nouveau principe. D'accord ? Le seul risque, vous l'avez dit, c'est le taux de transformation. C'est-à-dire que les 100 € qu'on va donner au client, on ne sait pas si les 100 €, on va les récupérer après dans une vente supplémentaire ou pas. Voilà. Mais en tout cas, le fait de lui racheter, on va faire venir des clients qui ne venaient plus chez Decathlon parce qu'ils vendaient uniquement leur vélo sur le Bon Coin. Alors je prends l'exemple du vélo, mais ça peut être tout autre type de produit. Ils vendaient directement sur le Bon Coin et ils ne venaient pas chez Decathlon. Là, en lui rachetant le produit, on sait qu'il vient au moins une fois chez nous dans nos magasins. Et après, c'est à nous, vendeurs chez Decathlon, d'être bons dans le taux de transformation en disant bon, mon client est dans le magasin, comment je fais pour le transformer en client? Ouais, puis après, ça donne, du coup, ça donne la plus-value aussi à l'objet dans le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'achète du GoSport ou du Decathlon, bah maintenant je peux me dire, oh, si j'achète du Decathlon, je sais que je peux le revendre derrière si je ne l'utilise plus dans 5 ans. Oui, alors ça va même plus loin parce qu'en toute transparence, je vous avais mis une photo tout à l'heure de la seconde vie des vélos au Hall. On va même plus loin parce qu'on rachète aussi les vélos qui ne sont pas Decathlon. Et alors, je ne sais même pas si je ne l'ai pas sur la photo, je regarderai tout à l'heure. Au Hall, quand je suis arrivé au Hall il y a 15 jours, il y avait une vingtaine de vélos seconde vie qui étaient alignés. Et sur les 20 vélos, j'avais 2 vélos qui étaient siglés GoSport directement. Et là, je me suis dit, mais en fait, on ne va peut-être pas les vendre. 2, on vend des produits GoSport. Et puis en fait, je me suis dit, mais le client à qui on a racheté les vélos, le client est content. Il est revenu chez nous, chez Decathlon. Et puis le client qui va acheter un vélo d'occasion, il va trouver un petit prix. Nous, on a vérifié le vélo. Donc on est sûr que derrière, il n'y a aucune problématique de sécurité. Donc en fait, tout le monde est gagnant. Mais effectivement, au premier abord, vous dites, mince, vous êtes chez Decathlon, vous vendez un vélo GoSport en seconde vie. Vous n'avez pas l'obligation en tant que vendeur professionnel, comme dans l'automobile, d'y apposer une garantie? Non. Par contre, nous, on garantit tous nos vélos 1 an. Donc en fait, même s'il y a un vélo GoSport, alors là, on sera incapable, si c'est des pièces détachées spécifiques avec un vélo GoSport, on sera incapable d'aller chercher la pièce détachée si vraiment c'est une pièce détachée spécifique. Ce qu'on fait, c'est qu'on récupère le vélo et on rachète le vélo au client tout simplement. On lui rembourse. Après, la stratégie Decathlon sur la reprise, c'est aussi pour Decathlon la garantie de revendre, sinon vous ne prenez pas. C'est-à-dire? Par exemple, moi je voulais vendre mon vélo Trek. Oui. Et ben ils ne le prennent pas chez Decathlon parce qu'on est sur une gamme de prix où il n'y a pas la garantie de revente. Oui. C'est ça. Des fois, on dit non à nos clients. Alors, on essaye de dire non le moins souvent possible. Mais effectivement, il y a des fois où on sait que si on reprend certaines typologies de produits, on sera incapable de les revendre. Là, je vous montrais tout à l'heure, c'était quoi les produits sport d'eau. Si moi j'ai un client qui vient à Strasbourg avec une planche à voile, je ne vais pas lui racheter parce que je suis sûr que je ne vais pas revendre la planche à voile en occasion. Même si sa planche à voile ne coûte pas cher, je sais que je ne vais pas la revendre. Donc effectivement, il y a des fois on est capable de dire non. C'est bon? Je vous ai mis un petit exemple. Ça, c'est sur le magasin, il me semble, de Gespolsheim. On a maintenant sur tous nos magasins, dans tous nos rayons sportifs, des pôles seconde vie où effectivement on revend. Alors là, je vous ai pris l'exemple de l'équitation. Là, c'est que des selles d'équitation, des morts, il y a, je ne sais pas, avec sa couverture, qui sont que des produits seconde vie qui ont été rachetés par Decathlon à des clients. D'accord? Et donc ça, ça allonge la durée de vie forcément des produits. D'accord? 2, ça permet aussi, chez Decathlon, on a une baseline qui dit rendre accessible au plus grand nombre. Le gros avantage aussi de l'occasion, c'est que vous êtes capable de proposer des petits prix, d'accord, à des clients pour s'équiper sur un sport comme l'équitation où une selle peut coûter très cher. Là, vous achetez une selle d'occasion qui coûtera
200 € au lieu de coûter 600 €. Donc c'est aussi un avantage dans le fait de rendre accessible au plus grand nombre. C'était bon sur la seconde vie? Donc vous voyez, je vous parlais, ça date de 86 chez Decathlon. Donc en fait, l'économie circulaire via la réutilisation de produits, elle existe depuis très longtemps, mais on ne l'a pas forcément communiqué, on n'en a pas trop parlé, etc. C'était quelque chose un peu sous-jacent. Le troisième pavé, et c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, on parlait de l'économie de la fonctionnalité, la location, c'est quelque chose aussi chez Decathlon qui tend à se développer de plus en plus. Là, je vous ai pris l'exemple qui pour moi est le plus parlant, c'est le vélo pour enfants. D'accord ? Vos enfants, ils grandissent tous les 6 mois et tous les 6 mois, vous rachetez un vélo. D'accord ? La location pour le vélo enfant, je trouve que c'est le meilleur exemple pour prôner, entre guillemets, la volonté de location chez Decathlon. Je crois que c'est la dernière ou l'avant-dernière question. Que peut-on louer chez Decathlon? On peut louer un vélo, on peut louer une table de ping-pong, une série de golf, des mousquetons d'escalade. Donc il y a déjà une typologie de produits où je vous en ai parlé. Il y a deux réponses justes. Il y a les vélos, effectivement. Chez Decathlon, actuellement, on peut louer les vélos et on peut louer des séries de golf. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, parce que ça peut paraître un peu bizarre. On ne peut pas louer de mousquetons d'escalade. Pourquoi, à votre avis? Sécurité. Tout ce qui touche à la sécurité, on n'y ira pas du tout, ça c'est sûr et certain. D'accord? Les mousquetons d'escalade, les casques de vélo, etc. D'accord? Un exemple aussi, je reviens dessus sur l'entretien, réparation ou de la seconde vie ou de la location. Il y a un produit chez Decathlon qu'on jettera toujours, c'est les casques de vélo. Vous nous ramenez un casque de vélo parce que vous n'êtes pas content, vous êtes trompé de taille, etc. Alors ça ne va pas être bien ce que je vais vous dire, mais le casque de vélo, on le jettera. Parce qu'on ne sait pas si le casque de vélo, il était abîmé, il est tombé, et si vous le revendez derrière et qu'il arrive un souci, on est responsable. D'accord? Donc les casques de vélo, c'est les seuls produits où dès qu'on récupère un casque de vélo, c'est violent, mais ça part à la benne directement. Donc mousqueton d'escalade, c'est de la sécurité, on n'y touchera pas. Et je vous ai mis une table de ping-pong. Pour l'instant, effectivement, c'est des produits qu'on ne loue pas. Les produits qu'on loue, plus le golf, c'est tout ce qui est appareil de fitness, d'accord, qui s'est développé, alors je ne sais déjà plus en termes de timing, le Covid, c'est quoi, il y a 2 ans? Il y a 2 ans, ouais. Appareil de fitness, ça a explosé, d'accord. La location d'appareils de fitness, c'est le Covid qui nous a fait exploser en fait nos locations. Surtout qu'il n'y avait plus rien. Donc en fait, tous les produits qui nous restaient, c'est à ce moment-là où on a dit, en fait, on va jouer la location à fond. Donc appareils de fitness, les vélos villes, d'accord, les vélos enfants qu'on loue actuellement et matériel de camping, donc surtout tente. Il y a des produits pour l'instant qu'on ne fait pas encore à la location par abonnement. C'est pas de la sécurité, c'est de l'hygiène, des tapis, par exemple. Ça, on ne sait encore pas le faire. De se dire, on loue un tapis, puis derrière, on est capable de le récupérer, de le nettoyer, etc. Donc ça, on ne sait encore pas faire. Ce qui est important de comprendre, comme je vous disais tout à l'heure, c'est de la location par abonnement. Donc c'est un engagement minimum de 3 mois pour tous les produits. D'accord? Donc sur cette typologie de produits, c'est de l'abonnement 3 mois. L'objectif de Decathlon, c'est de continuer d'ouvrir sur de la location sur d'autres sports. Je vous parlais de table de ping-pong, sur tout type de produits, des vestes de ski, etc. etc. D'accord? Du coup, par rapport aux outils de fitness, vu le prix en fait, de la location, les gens ont plutôt intérêt à plutôt s'inscrire à la salle de sport. Est-ce que vous avez déjà eu ces retours des personnes qui disaient pour un tapis à 35 €, je peux m'inscrire à la salle pour 30 je sais pas. Oui, alors après, allez-y. Non, alors après, c'est pas effectivement, ça peut être des retours, mais ce n'est pas les mêmes typologies de personnes qui vont effectivement en salle ou qui veulent pratiquer chez eux à domicile. Voilà. Vous vouliez. Je l'ai fait, la location d'un banc de muscu. Et en fait, c'était hyper intéressant. Mon gamin s'était blessé au basket. Et
fallait qu'il se muscle et tout. J'ai loué juste le temps qu'il avait besoin de sa rééducation et je l'ai ramené. Et c'était franchement un super système. Et c'était réellement moins cher que d'acheter tout le banc ou l'envoyer en salle de sport. Donc effectivement, il y a, en fonction, ça peut être une blessure, effectivement, on a besoin d'un matériel pendant 3-4 mois parce que c'est de la rééducation, etc. Donc au lieu d'acheter, alors il y aurait toujours la possibilité d'acheter et de revendre un Décathlon, mais au moins là, la location, vous engagez sur rien directement. Donc comme je vous disais, c'est de la location par abonnement, minimum 3 mois. D'accord ? Il y a, je vous prenais l'exemple du vélo, vélo enfant. Le premier prix de vélo enfant, c'est 3 € par mois, d'accord, pour un vélo enfant, le petit vélo. Donc ça, on veut continuer de développer sur d'autres produits, mais on veut aussi continuer la location de façon différente. Là, je vous ai dit, c'est la location par abonnement. Ce qu'on veut faire aussi, hop, c'est venir à la location à la journée. D'accord ? Je vous ai pris des exemples. Raquette à neige. Dans les Vosges, vous voulez faire une rando raquette un dimanche. Ben, au lieu d'acheter une paire de raquettes à 150 €, vous louez la paire de raquettes à 8-9 € et vous partez avec votre raquette à neige. D'accord ? Ça peut être le paddle aussi, vous avez des gravières à droite à gauche. Ça peut être les vélos. Vous voulez faire une rando vélo aussi avec un vélo électrique parce que vous y allez en famille avec les enfants ou avec la mamie, etc. Ben, vous pouvez louer un vélo électrique à la journée ou sur le week-end. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment des process que l'on veut développer chez Decathlon. D'accord ? Oui ? Est-ce que les gens ils font bien la distinction entre la location et les sorties test, par exemple ? Alors, les sorties tests n'existent plus chez Decathlon. C'est une super question. Ouais. Effectivement, on avait un service où on pouvait tester les produits, d'accord, chez Decathlon, en disant bah, je viens chercher un produit chez Decathlon et puis je le teste chez moi. Ça, en fait, on l'a arrêté parce que maintenant, effectivement, on prône la location. D'accord ? Pourquoi aussi on veut venir à la location à la journée ou sur des périodes bien définies ? On s'est aperçu cet été énormément sur de la location par abonnement sur des vélos juniors. On avait plein de gens qui partaient en vacances, un mois dans le sud de la France, qui dans le sud de la France arrivaient dans le sud de la France en disant bah, moi je viens louer un vélo, vu que ça coûte 10 € par mois, bah, c'est pas grave, je m'engage sur 3 mois, je vous donne 30 €. Mais je suis sûr que pendant le mois, mon fils a son vélo pour 30 €, alors que s'ils avaient été louer le vélo pour une semaine, 15 jours, chez un petit détaillant, en fait, ils l'auraient payé beaucoup plus cher. Donc on a eu plein de clients qui sont venus effectivement, qui se disent oui, mais moi je le veux juste une semaine, mais par contre je vous paye l'intégralité des 3 mois, mais vu que ça me revient moins cher, je vous le prends en abonnement 3 mois. D'accord ? Et c'est pour ça qu'effectivement, on veut développer de plus en plus la location à la journée ou sur le week-end, etc., etc. Est-ce que vous avez des questions sur la location ? Non ? Est-ce qu'on peut... vous voulez des bonbons ? Ah, qui veut des bonbons ? Mais vous avez gagné ou pas ? Non. Ah bah... ah, je vous ai mis une petite phrase, vous connaissez tous, hein, Lavoisier. Je trouve que ça résume vraiment bien en fait l'économie circulaire. C'est rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. En fait, on n'a rien créé chez Decathlon et au global. On n'a rien fait de spécial, mais c'est juste que ça tout se transforme autour de nous et il faut qu'on soit capable de répondre à cette transformation pour continuer de progresser et d'avancer aussi avec nos clients. Voilà, moi j'en ai fini, il me semble. J'en ai fini. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'était toujours dans cette partie service. C'était quoi votre rôle intérieur à Decathlon ? Alors, mes rôles, alors moi j'ai été, comme je disais tout à l'heure, ça fait 16 ans que je suis chez Decathlon. J'ai fait 4, 5, 6 métiers différents, de responsable de rayon à directeur de magasin. J'ai fait chef de projet sur l'économie circulaire sur une région. Et maintenant, actuellement, je suis directeur commercial des services pour une vingtaine de magasins. Voilà. Et effectivement, dans cette partie service, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'ai la partie économie circulaire. C'est à Strasbourg du coup ou à Lille ? Où je suis basé ? Ouais. Alors non, moi je suis basé en local puisque mes 20 magasins, c'est l'Alsace, territoire de Belfort et toute la Bourgogne-Franche-Comté sur Oyonnax, Bourg-en-Bresse, etc. Et non, pas les Vosges. Malheureusement, les Vosges ne sont pas rattachés à l'Alsace. Non, pas d'autres questions ?
Alors, on va juste voir. J'aimerais bien avoir le podium quand même pour savoir qui a gagné. Une question, est-ce que du coup, Decathlon développe des services plus locaux en fonction des régions et des besoins des régions? Alors, on essaye. Je vois que tout le monde regarde le. Je vous réponds après parce qu'il regarde. Voilà. Il est où, Dylan? Ah, pardon. Ouais. Tiens, Dylan. Hop, t'as gagné, bravo. Alors, il me faut juste. J'ai qui? Eva, c'est qui Eva? Elle est où? Hop. Et Stéphanie? Ah, ben voilà, comme ça vous avez des. Oh, ah, là, c'est perdu. Alors, si on développe effectivement. Si on développe des services en local, spécifiques par rapport aux régions, aux spécificités, etc. Alors, oui et non. Pourquoi oui? Parce que, effectivement, comme tout à l'heure, j'ai expliqué à Strasbourg, c'est très spécifique au vélo. On a, vous connaissez tous le magasin Decathlon des Halles? Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose à l'extérieur du magasin que vous n'avez jamais vu ailleurs dans d'autres magasins Decathlon? Il y a la petite salle de sport. Alors, ouais. Alors déjà, il y a une salle de sport. Effectivement, je ne pensais pas à ça, mais il y a une salle de sport. Mais ça, ce n'est pas en lien avec Strasbourg. Le distributeur de chambre à air. On a un distributeur à l'extérieur du magasin où effectivement, vous avez tous des produits en lien avec le vélo. Et ça, c'est de se dire, en fait, quand le magasin n'est pas ouvert le dimanche, eh ben, j'ai un problème avec mon vélo, j'ai crevé, j'ai besoin d'une chambre à air, etc. Vous avez un distributeur où effectivement, là, on peut venir s'équiper. Et ça, c'est un service particulier que vous trouvez à Strasbourg et à Bordeaux. Par exemple, tout ce qui est combinaison pour sport aquatique. Oui. Ça, on sait que c'est très polluant. Oui. Et que c'est réparable. Oui. Qu'est-ce que Decathlon fait par rapport à ces sports nautiques qui sont quand même blindés de plastique en fait? Oui, alors c'est une super question. Alors déjà, nous, sur tout ce qui est combinaison de néoprène, on développe de plus en plus. Je vous ai parlé tout à l'heure d'éco-conception. Chez Decathlon, on a un terme qui s'appelle l'éco-design. L'éco-design, le but de l'éco-design chez Decathlon, surtout sur des produits comme ça, c'est de réduire de 10% tous les ans dans la conception de nos produits l'empreinte carbone. Donc ça, on essaye. Alors, on sait que c'est des produits qui sont ultra polluants, mais on essaye de réduire quand même tous les ans l'empreinte carbone sur ces produits-là. Sur la réparation, effectivement, de combinaisons néoprène, maintenant, on reprend toutes les combinaisons et on les envoie à Marseille. Alors après, il y a la problématique, effectivement, il faut les envoyer à Marseille. Donc vous avez une empreinte carbone sur le trajet. Mais effectivement, on essaye de réparer l'intégralité de nos combinaisons néoprène. Voilà. Mais la problématique reste quand même toujours le trajet, parce qu'effectivement, ce que vous réparez, vous avez tout le trajet qui impacte aussi l'empreinte. Est-ce que dans votre design produit, vous incorporez les concepts de que vos articles soient compatibles des fois avec d'autres marques ou que des choses que vous ne produisez pas, comme ça on peut les compléter? Je suis toujours hyper fan de mon long tail. Oui. Et comme il y a des forums où on équipe notre long tail avec des choses parce que vous ne les faites pas, oui, mais qui sont géniales. Et que ça, en fait, par magie, tout colle bien avec votre long tail. Donc j'imagine que c'est pris en compte ça? Oui, on essaie de prendre en compte. Alors, ce qui est bien maintenant, en toute transparence, c'est qu'on ne s'adapte plus beaucoup, nous, mais c'est les autres qui s'adaptent plus à nous. Et ça, c'est quand même beaucoup plus facile aussi, parce que dans la conception, on ne réfléchit plus à certaines typologies de produits, mais on les fait pour que, ça nous coûte le moins cher possible, que ça soit le moins polluant possible, que ça coûte le moins cher aux clients. Et derrière ça, en fait, tous nos concurrents, entre guillemets, viennent s'adapter aussi à nous pour compléter effectivement l'offre sur des accessoires. L'exemple type, c'est qu'on avait certains vélos chez nous qui n'étaient pas... Vous avez tous un vélo? Vous avez tous des antivols? On avait... Non vous, dans les Vosges, ouais. On nous les ramène, les vélos. On avait les antivols Abu, ça vous parle? Abu avec ceux qui sont très plats. Et ben en fait, les antivols là n'étaient pas compatibles avec certains vélos Decathlon parce que la fourche et le cadre de chez Decathlon sur les vélos villes, ils sont très fins et en fait l'Abu ne passait pas. Et en fait c'est Abu, pour autant Abu c'est quand même une marque monstrueuse. Abu a réduit en fait la taille de son antivol pour que les vélos Decat rentrent dedans. Donc voilà, c'est aussi la chance d'être dans une boîte qui est de plus en plus grosse, qui a aussi de plus en plus de poids, et on s'adapte de moins en moins aux autres, mais c'est les autres qui s'adaptent à nous. Est-ce que Decathlon, vous êtes le leader du multisport en Europe?
Alors, à votre avis, est-ce que Decathlon est leader en Europe? Ouais, on est très loin devant tout le monde. Je pense que cette année, alors, j'allais dire, et dans le monde. Ouais, je pense aussi. Pas forcément. Amérique, Walmart. Canada, Ouais. seulement, et Ah. c'est... Amérique, Canada, effectivement. Dans le monde, je pense que cette année, on va passer premier. Mais en tout cas, l'année dernière, les années précédentes, c'était quoi? Qui, à votre avis? Amazon. Non. Non, c'est une marque de sport. Non, 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 non. C'est un qui est très connu aussi, qui fait multisport. Intersport. C'est Intersport qui était premier mondial parce que Intersport est présent aux États-Unis. Nous, on n'est pas présent aux États-Unis. Donc forcément, le marché américain pèse très très lourd. Est-ce que vous allez vous développer sur les EDPM de manière générale ou pas? Pas, je ne vous ai pas entendu. Est-ce que vous allez vous développer sur les EDPM de manière générale ou pas? EDPM. Les engins de déplacement motorisés électriques. Ah. Alors, il n'y a pas que la trottinette, il y en a encore d'autres. Hein. Alors, pour l'instant, non. Tout ce qui est motorisé, c'est vélo, trottinette chez nous. Ouais. Et alors, pour l'instant, on ne va pas plus loin parce que les autres produits ne sont pas considérés comme des produits sportifs. Mais, mais attention, ça, ce n'est pas une définition de la porte, c'est une définition de Decathlon. Donc, du coup, Decathlon, ils sont toujours un peu en recherche de levier un peu de cette économie durable, vu qu'ils étaient un peu précurseurs finalement de la seconde vie avec les triathlons, etc. Oui. Ben, maintenant, vu que ça avance très vite et que les marques suivent aussi très vite les autres marques, au final, ils sont toujours en recherche d'autres choses, location. Ah bah, on est toujours en recherche parce qu'on veut développer effectivement de plus en plus l'exemple de la location, mais on voit bien aussi que l'entretien et réparation, c'est un marché qui est exponentiel et qui ne va pas s'arrêter dans les années qui viennent. Je vous montrais tout à l'heure, hein, il y a 70% des gens qui ont des produits qui dorment chez eux, qui ne les utilisent pas, etc. Donc le jour où l'intégralité de la population va prendre conscience qu'un produit qui dort chez vous, ça ne sert à rien, eh ben, il va y avoir un peu de l'eau dans le moulin et puis ça va continuer de progresser dans tous les sens. Donc aussi bien l'entretien et réparation que tout ce qui est seconde vie, mais aussi la location puisqu'on consomme maintenant de manière très différente. Et du coup, l'économie circulaire, elle a à contre-courant de cette stratégie, par exemple, de iPhone qui sort des téléphones souvent, ou alors des équipements électroménagers qui ont une durée de vie très limitée pour pouvoir en acheter d'autres. On est quand même d'accord, quand on parle d'économie circulaire, on est aux antipodes de ce qui avait été développé par les autres. Ah bah oui, alors oui et non, parce que vous voyez, même sur sur l'électroménager, il y a des marques comme Darty qui se lancent aussi de plus en plus dans la réparation. Maintenant, vous avez une machine à café ou n'importe quoi, vous êtes capable chez Darty d'aller faire réparer cette machine. Donc je pense que tout le monde va commencer à s'y mettre aussi, forcément, avec je vous disais, les changements sociétaux, la façon de consommer qui est aussi différente chez tout le monde. Et puis, on ne va pas aussi... Alors, la guerre, le Covid, il y a plein de choses qui sont venues impacter. Mais nous aussi, l'importance de la seconde vie chez nous, je vais vous prendre l'exemple du vélo. D'accord ? On a eu des gros problèmes d'approvisionnement de pièces détachées pour faire nos vélos neufs. D'accord ? Et ce qui nous a sauvés, en fait, c'est la seconde vie. C'est qu'il y a des moments où on était incapable de vendre des vélos neufs parce qu'on n'avait plus de stock. Et en fait, on a été capable de vendre des vélos et de répondre aux besoins des clients parce qu'on avait des vélos seconde vie. Donc, il y a aussi un avantage à faire de la seconde vie. Mais c'est pour ça que je pense que tout le monde va s'y mettre. Dans votre présentation, vous avez aussi l'honnêteté de considérer que cette économie-là, elle est rentable pour les entreprises. Bah, bien sûr, mais alors... Il y a la notion d'image qu'on va mettre en avant, mais derrière, il y a aussi une notion de rentabilité qui est confirmée. C'est pour ça que moi je veux être tout très transparent avec vous. Forcément l'image est importante, mais derrière, une entreprise qui ne gagne pas d'argent, ça va être bien 1 mois, 6 mois, 1 an. Même des grosses entreprises, elles avaient peut-être un peu plus longtemps. Et puis au bout d'un moment, on va dire, bah, c'est bien beau l'image, mais après la poésie, elle est mathématique quand même. Hein, donc voilà, c'est pour ça, en toute transparence, effectivement, il faut être rentable. C'est peut-être la chose la plus compliquée, c'est effectivement ces nouveaux business models, de les rendre rentables. D'accord ? Parce qu'avec des coûts par exemple, de réparation sur un vélo pour être compétitif par rapport à certains de produits que vous avez chez vous, ça peut être un calcul facile.
Ah bah non, effectivement, c'est compliqué. Et puis c'est pour ça que ces nouveaux business models, ils sont très compliqués. Il faut bien y réfléchir. Je vous parlais de la location aussi tout à l'heure. La location courte durée, pourquoi c'est compliqué aussi de mettre en place? Puisque si on prend l'exemple des raquettes à neige, vous achetez, vous faites un parc de 50 paires de raquettes à neige. D'accord? Donc ces raquettes à neige, vous les posez à un endroit. Donc vous avez besoin de mètres carrés pour poser vos raquettes à neige. D'accord? Vous prenez un magasin au Hall à Strasbourg, des mètres carrés, c'est des mètres carrés qui coûtent cher. Si il ne neige pas du tout pendant 4 mois, vos raquettes à neige, elles ne vont pas bouger. Donc vous allez payer votre stock, vous n'allez pas les louer. D'accord? Et cet emplacement va vous servir à rien. Donc effectivement, il y a plein de choses qui font que le business model peut être compliqué aussi sur la location courte durée. Monsieur. Vous voyez où dans 5 ans, voire 10 ans? Alors, Decathlon. Sur quoi? Sur ces modèles-là? Avec la trajectoire actuelle, où vous pensez que Decathlon sera dans 5 ans? Alors, où est-ce que Decathlon veut y être en termes de business? Ça, je peux vous le dire. Actuellement, on fait environ 5% de notre chiffre d'affaires avec l'entretien-réparation, la location et la seconde vie. D'accord? Donc, ça représente déjà 5% de chiffre d'affaires. En 2026, ce qu'on s'est écrit, c'est que ça doit faire 15%. D'accord? Donc, ce n'est pas dans 10 ans, hein, c'est dans 3 ans. Donc, vous voyez que ça peut vite exploser. On pense chez Decathlon que effectivement, l'économie circulaire, c'est un levier de chiffre d'affaires qui est assez important. D'accord? Je ne sais pas si vous avez entendu aussi en Belgique ce qu'ils ont essayé de faire. Vous n'avez pas entendu sur l'abonnement? L'abonnement, oui, c'est génial. Et quand ça vient de marcher cette... C'est compliqué. Alors pour vous expliquer un peu ce qui se passe, là je vous ai parlé d'abonnement, vous louez un vélo pendant 3 mois, vous louez du matériel de fitness, etc. pendant 3 mois. En Belgique, ils ont essayé de faire un abonnement, vous payez, je vous dis n'importe quoi, 100 €, d'accord? Et en payant 100 €, vous allez vous servir dans le magasin de n'importe quoi pour une valeur marchande de 500 €. D'accord? Donc vous payez 100 € et puis vous prenez des produits pour environ 500 €, vous utilisez pendant un mois et puis soit vous repayez le mois d'après 100 € et vous les gardez, soit vous allez rechanger de produit si vous voulez tester autre chose. Donc c'est de se dire, là, on ne parle plus de propriété, mais vraiment d'usage. Je paye pour utiliser des produits qui ne sont pas à moi, mais que je peux redonner derrière. C'est comme les modèles des closets, tout ça. Oui. Et comment vous faites si vous ne les récupérez pas? Comment on fait si on ne les récupère pas? Alors après, c'est pareil, c'est facturé. Tout simplement, c'est une empreinte carte bancaire. Ça, c'est... Alors, on n'est pas bon aussi chez Decathlon sur ça, sur le développement IT, ça c'est très compliqué, mais quand on lance des tests comme ça, on essaye de cadrer un petit peu. Mais alors que ça a donné là, Belgique, là, Pour l'instant, c'est compliqué. C'est compliqué, on ne voit pas trop où on peut aller, c'est compliqué dans la gestion aussi. Donc ouais, non, pour l'instant, c'est pas une réussite. C'est le modèle qui est compliqué ou c'est le public cible plutôt? C'est tout. C'est tout parce que on ne sait pas. Alors, le public cible, on ne sait déjà pas à qui on s'adresse. Ouais, parce qu'en fait, chez Decathlon, c'est un peu ça, c'est un peu monsieur et madame tout le monde. Alors, notre client cible chez Decathlon, c'est la famille. C'est vraiment la famille, c'est maman, papa et les enfants. Ça, dans ce type de business, effectivement, on ne sait pas à qui on s'adresse. Parce que ça peut être les enfants, mais ça peut être aussi les parents. Et puis, quelle typologie de produits? Donc ça, il y a déjà cette partie-là. Et puis derrière, ça, tous les produits qu'on récupère. Donc nous, il faut qu'on soit capable de les réparer s'ils ont besoin d'être réparés, d'être entretenus, et puis d'être revalorisés et de les revendre en seconde vie. Donc c'est toute une organisation aussi qui est assez complexe derrière. Là, vous parliez de l'exemple de Darty. Justement, Darty, dans son business model, c'est hyper bien pensé parce qu'ils ont de la récurrence. À Darty, on paye 10 € par mois à vie, mais on sait que si un truc, n'importe quoi, ça tombe en panne, on paye que les pièces de réparation Oui. et la personne va venir et nous réparer. Mais là, votre système de réparation, c'est one shot. Donc, j'ai un casse d'un truc, je paye ce qui se casse et c'est tout. Vous n'avez pas en récurrence. Non, pour l'instant, on n'a pas d'abonnement, entre guillemets, de réparation. Non. Et en toute transparence, ce n'est pas quelque chose sur lequel on réfléchit pour l'instant. Oui. Est-ce que du coup, j'ai vu, en reprenant le truc de Darty, est-ce que vous avez allé avoir quelque chose comme une note chez Darty, ils ont des notes de réparabilité. Donc c'est pas juste des notes d'énergie, parce qu'on parle de lave-linge, machin,
maintenant, par la loi, ils sont obligés de dire que c'est efficace énergétiquement ou quoi. Mais maintenant, ils ont même aussi la note d'article de réparabilité. Est-ce que du coup, vous allez avoir quelque chose qui est considéré pour des vélos, pour des choses Enfin, pour le vélo, c'est facile, mais pour d'autres choses, pour d'autres produits. Alors non, on n'a pas prévu d'avoir des notes de réparabilité. Par contre, dans la conception, nos produits, et ça vient aussi dans l'économie circulaire, ce n'est pas un domaine dans lequel j'en ai parlé ce soir, mais effectivement, on réfléchit maintenant dans la conception de nos produits que tous nos produits soient réparables. D'accord ? Et donc ça, c'est quelque chose, quand vous avez un chef de produit qui sort un nouveau produit, il doit avoir un pourcentage de son produit qui doit être réparable. Alors il y a toujours des choses qu'on n'arrivera pas à réparer, d'accord ? Mais effectivement, ça devient une obligation pour les chefs de produits dans la création de réparer un maximum leurs produits. Voilà. Apparition. Si jamais on veut écouter des offres, c'est dans toute l'Alsace, c'est ça? Oui, c'est en France même. En France. Ah, c'est en France, oui. Merci à François-Xavier, on peut l'applaudir. Merci.